à rebours. Aux effacés des histoires écrites par des hommes. Elle était une fois... Oh, j'aime bien ce passage. C'est, comment te dire, c'est belle, n'est-ce pas? Puis c'est logique aussi, hein? Une fois qu'elle était. Encore si on parlait, je ne sais pas. Mettons d'une histoire de cirrhose. Les tristes aventures des organes internes de Gérard Depardieu, par exemple. Eh bien, là, on pourrait dire « il était un fois ». Vous voyez? La limite, ça pourrait s'envisager. Mais là, non. La féminine universelle s'impose. Puis je fais ce que je veux avec mes cheveux. Alors, je reprends. Elle était une fois un groupe de paroles à la maison des fées. Si leurs histoires finissent dans les livres par une phrase expéditive et suspecte que vous connaissez, hein? Ils vécurent heureux. Jamais elles vécurent heureuses. Vous voyez l'arnaque? Bon. Et eurent beaucoup d'enfants, parce que peut-être ils font collection. Je ne sais pas. Voilà. Mais les femmes, elles, ont bien dû continuer à vivre la vérité. Pas la leur à eux, les hommes, qui énoncent leur volonté en réalité par le pouvoir de nommer. Pas la leur à eux, qui dictent leur vérité, ainsi devenue officielle dans la propagande martelée. Non. Je parle de la vérité cachée à l'ombre de leur fable qui se vit, décousue, au fil des vies des filles et des femmes. L'histoire. Non plus his story, mais her story. Leurs histoires à elles. Celles tues, celles des tués. Celles des survivantes. Celles des héroïnes. Ainsi, fées, princesses, villageoises, en un mot, on peut dire sorcières, se rassemblent dans une chaumière écartée aux confins des royaumes. Elles se retrouvent enfin, les femmes, dans la lumière vacillante d'un feu saurore, pour se raconter elles-mêmes avant que la parole à nouveau ne leur soit coupée, avant que leur voix ne soit recouverte par celle de ceux qui imposent leur version des faits. Se conter à l'encontre des conteurs qui n'en finissent pas de les décompter. Se reconnaître quand leurs identités, leurs existences sont inversées, niées. S'éclore quand ils ont décidé que leurs histoires sont closes. Se dire enfin, après qu'ils aient imposé le joli mot de fin. Se compter à l'envers, à rebours, ou plutôt à l'endroite, allante droite, de plein droit des filles et des femmes. Passer des contes des faits aux contes de faits. Ne pas s'en laisser compter. Elle, jusqu'ici, laissez pour compte, comptant pour des petits pots de beurre. Demande des comptes, sans leur, les leurs, affirment leur valeur et s'écoutent toutes. Elles partagent leurs comptes à rebours. Ah, ces robes. Très pratique. Vous la connaissez? Cette chanson-là, qu'on peut chanter qu'avec un balai dans les mains. Qu'est-ce que ça fait, les paroles? Souvenez-vous? Un jour, mon prince viendra, oui. Eh bien, parfois, c'est bien le problème.
Puis alors, cette chanson, hein, on nous l'a répétée. Moi, quand j'étais petite fille, je la prenais un peu comme une menace. Attention, hein, si tu continues comme ça, un jour ton prince viendra. Oh, il a un petit côté père Fouettard, le gars. Puis alors, cette chanson, on nous l'a rabâchée sur tous les tons. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Oui. Mais parfois, c'est peut-être bien qu'on en reste là, hein. Histoire d'éviter que l'histoire ne tourne au cauchemar. Vous imaginez, les copines, si à la place de cette propagande qui nous raconte que l'épanouissement ne peut venir que de l'hétérosexualité et de la maternité plurielle, vous imaginez si on nous avait raconté, chanté par exemple, un jour je deviendrai, je me réaliserai, je serai autonome, je n'ai pas besoin d'homme, je la sais. Voilà. Ça nous aurait un petit peu plus encouragé à aller faire, mettons, des études à la Sorbonne pour devenir. Hein? Alors moi, vous m'avez reconnu qui je suis dans les contes. Je suis un pléonasme. Un pléonasme blafard. Le nom que mon père m'a donné, Blanche-Neige. Si, au niveau de la figure de style, on est pas mal. C'est un petit peu comme académicien réactionnaire, Balkany mise en examen. Ah, vous voyez le principe. Je ne suis pas du tout un oxymore, par contre. Hein. L'oxymore, rien à voir. Là, c'est plutôt genre Woody Allen, bon parent. Ministre de la Justice en exercice, mise en examen. Oui. Enfin, ça devrait être un oxymore. Remarquez, on va presque vers le pléonasme, vers le paradoxe. C'est-à-dire que là, pour le coup, le paradoxe, alors ça va encore plus loin. C'est un petit peu... Imaginez Alain Finkielkraut qui explique que le patriarcat n'existe plus, alors que sa présence à la matinale de la radio du service public la plus écoutée de France prouve le contraire. Voyez? Donc moi, voilà, pas du tout un oxymore, puisque sinon ça ferait Noire-Neige ou Blanche-Goudron. Et ça plairait beaucoup moins à un public de racistes. Oui, parce que mon père m'a badigeonné de crème solaire écran 2000 hein, toute mon enfance pour que je ne bronze surtout pas. Il me voulait blanche comme pure. Entendre n'a pas encore de propriétaire. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Pas encore pilonné. Voilà. Puis sinon, bah, je cumule les pléonasmes. J'ai les cheveux noirs comme, qui se souvient? L'ébène, je l'ai entendu. Brava, il y en a qui ont révisé. Et les lèvres rouges comme du, facile? Sang, voilà, mais un bon rouge menstru, vous voyez? Alors, à part ce côté pléonasmique, sinon tout ce qu'on vous a raconté sur moi, vous oubliez. Hein? Fake news. Mais d'ailleurs, on s'en rend compte quand on voit le dessin animé de Walt Disney. Alors, pour les personnes qui ont la chance hein, de l'avoir oublié, je vais vous rappeler l'histoire. Alors, ça commence, il y a un chasseur, hein? Déjà, ça nous rassure. Un chasseur. Ben, c'est les plus grands écologistes de France, je vous quand même. Hein? Chasseur écologiste, oui. Oxymore, pléonasme, on ne sait pas. Voilà. Donc, pouf pouf, donc il y a un chasseur, il veut tuer Blanche-Neige. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est son projet. Donc, il l'emmène dans la forêt, sous le prétexte de trouver un petit peu facilement, hein, de cueillir des champignons, voilà. Et au dernier instant, voilà, il a une épiphanie, il décide de ne pas la tuer. Et là, on va nous raconter que pour ça, il est tellement généreux, adorable. Bon, alors, je suis désolée, moi je vous ai entendu rentrer tout à l'heure et puis prendre un petit verre. Vous avez dit bonjour, tata. J'ai entendu personne ajouter, au fait, merci de ne pas m'avoir assassiné hier. Pourtant, tu as eu une occasion en or de me pousser par la fenêtre du 8e étage. Non, c'est normal de ne pas tuer les gens. Puis d'ailleurs, on sait très bien que derrière, il va passer sa frustration sur une pauvre biche qui n'a rien demandé. Ça n'est définitivement pas un conte vegan, hein, en lui arrachant son cœur, voilà, sympa. Et donc, il va abandonner la pauvre Blanche-Neige toute seule dans la forêt. La nuit, sans manteau, sans Google Maps, lampe torche, t'oublies, c'est pas l'époque. Donc, elle a la trouille. Ça, franchement, on comprend. Alors après, vous allez me dire, c'est un détail. Mais moi, quand j'étais petite, quand même, ça m'agaçait. Dans la situation, là, ce qui semble lui faire la plus peur, c'est quand les branches des arbres la décoiffent.
Mais si, souvenez-vous. C'est-à-dire qu'elle a son petit chignon avec ses cheveux noirs comme l'ébène, très joli. Et alors elle court et puis il y a des rameaux qui se prennent dans ses cheveux. Je suis pas sûre que dans sa situation, la coiffure soit mon premier problème. Bon. En tout cas, le lendemain matin, dis donc, coup de chance dans cette terrible histoire, elle se réveille et elle tombe devant une chaumière vide. Alors là, je vous demande 2 secondes d'empathie. Donc, imaginez, vous êtes une petite fille. Oui, parce qu'en fait, les héroïnes des contes de fées, en général, elles ont 12-13 ans. Voilà. Quand on pense à tout ce qu'elle leur arrive, c'est très sympa. Donc, vous êtes une petite fille, vous venez de subir une tentative de meurtre et un abandon nocturne forestier. Et vous vous retrouvez devant une chaumière vide. Alors, question, qu'est-ce que vous faites, attention, d'utile? Est-ce qu'il y a des idées? Vous avez eu froid, vous avez eu peur, vous avez eu faim, qu'est-ce que vous faites? Oui, frapper, c'est vrai, ça peut être une idée, ne serait-ce que pour se rendre compte qu'elle est vide, et voilà. Non mais moi, je m'imagine, je me mets en mode Lara Croft, je prends une couverture, une trousse de survie, un coutelas, de la bouffe, quelque chose. Non, bon. Alors, elle, que nous dit Disney, elle arrive et elle fait le ménage. On ne nous prend pas pour des quiches, hein. Là, il y a vraiment le message, les petites filles, là, quand même, ça va être votre boulot. D'ailleurs, on va augmenter ça comme ça à Noël. On va vous offrir des ustensiles de tâches ménagères roses avec des paillettes et qui sentent la fraise et qui ne marchent pas. Mais parce qu'il faut quand même vous y habituer. Hein. C'est ce qu'on appelle l'arnaque du rose Barbie au rose Mappa. Donc, voilà, c'est quand même là qu'on apprend... alors que personne ne fait ça, bon, c'est quand même là qu'on apprend que Blanche-Neige est une sorcière. Et ça, c'est vrai, je suis une sorcière. Ben si, parce que je ne sais pas si vous avez essayé récemment de faire le ménage à un raton laveur, mais sans l'aide de la magie, croyez-moi, c'est compliqué. Faut pas croire par rapport à son nom, hein, il n'en a rien à faire de ta vieille casserole, le raton. Et puis alors, c'est pareil, c'est quand les moineaux, là, étendent sur un fil à linge les vieux slips des nains. Ça, c'est pareil, sans un bibidi-babidi-bou, ça ne fonctionne pas. Hein. Alors, vous allez me dire, vu la façon dont évolue le partage des tâches ménagères dans les couples hétéros, c'est vrai, les copines, qu'on irait peut-être plus vite en comptant sur des moineaux. Mais non, parce que en même temps, hein, les personnes animales, on les en fait déjà quand même assez baver dans ce système spéciste. Et puis, alors, il y a une petite astuce pour ne pas avoir à nous occuper de leurs chaussettes sales. Les copines, c'est très simple. Il s'agit de ne pas vivre avec. Voilà. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, donc, Blanche-Neige, voilà, la chaumière était dégueulasse, donc elle tombe de fatigue, épuisée, normal. Et là, quand elle se réveille, souvenez-vous, qui c'est qu'elle voit autour du lit? Novlangue Disney, les 7 nains. Imaginez-vous, petite fille dans un lit. Et autour, 7 vieux hommes, inconnus, armés de pioches. Ah, alors là, non mais empathie, petite fille ou pas petite fille, même matin vous vous levez autour de votre Pajot, il y a 7 types que vous ne connaissez pas avec des piolets, réaction. Ah, oui, on crie, on s'évanouit, enfin quelque chose de logique. Non, qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans le dessin animé? Oh mais qu'est-ce que vous êtes mignon. Alors, on nous dit qu'ils ont de petites tailles. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve pas ça beaucoup plus rassurant. C'est complètement naniste, en fait, comme truc. Alors là, moi, quand j'étais petite, je me disais, il y a plusieurs possibilités. Soit elle est complètement disjonctée, dissociée à cause des traumas qui sont les conséquences des violences qu'elle a subies. Et honnêtement, vu le début de l'histoire, c'est possible. Soit les champignons de la veille, ils n'étaient pas clairs, et elle pense voir 7 petits fins autour du Pajot, je ne sais pas. Soit elle a un super sang-froid, elle leur balance ça pour avoir le temps de fuir en douce. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Hein. Bon, alors, s'ensuit de là, quand même, dans leur dessin animé, une joyeuse période de séquestration à durée indéterminée. On ne sait pas bien de combien de temps ça dure. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a que 7 petits lits. Où est-ce qu'elle pionce? C'est angoissante, hein, comme questionne. Donc elle est là, voilà, et elle peut pas repartir parce qu'elle est arrivée là par hasard. Bon, elle est recherchée dans la région, c'est un peu compliqué. Et puis c'est une période aussi de travail forcé.
Oui, parce que je vous rappelle l'emploi du temps de la pauvre Blanche-Neige, hein, je cite la personnage. Elle fait tous les jours, pour avoir le droit hein, de rester là, donc, le ménage, la lessive, la couture, la cuisine avec du massepain et des tarteaux pour une. Tous les jours. Pour cette vieux gars. Qui, eux, n'en foutent pas une. Hein. Je veux dire, hop, ils rentrent, ils mettent les pieds sous la table, super. Alors moi, travailler pour autrui sans être payé, je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle... Qui a dit le mariage? Alors, je pensais à esclavage, mais j'accepte tous les synonymes. Hein. Comme par hasard, ça rime. Bon. Alors, donc, du coup, elle va mal. Fatale, et elle chante des chansons qui sont en fait autant d'appels à l'aide, hein. Souvenez-vous, il y a ce truc-là. Sifflez en travaillant, trop contente de faire le ménage, et le balai paraît léger si vous pouvez siffler. Alors, mesdames, qui vous plaignez parfois de faire seules les tâches ménagères parce que monsieur n'en fiche pas une, permettez-moi de vous dire que vous exagérez, parce que si vous savez siffler, il est léger le balai. Frottez en fredonnant, que ça va vite quand la musique vous aide à travailler. On sent que le mec qui a écrit ça, il passait pas souvent l'aspirateur. Même avec Céline Dion dans les oreilles. Et alors, mon passage préféré, en nettoyant la chambre, pensez que le balai est votre belle et tendre. Quelle est la suggestion? Je ne sais pas, ça me stresse. Bref, elle va mal. Et c'est là que dans cette histoire terrible, enfin, elle lui arrive quelque chose de positif. Une dame arrive et lui offre un fruit. Eh bien, vous me croirez pas. On va nous faire croire que c'est celle-là la méchante. Je vous rappelle la galerie de personnages. Le chasseur, qui quand même essaye de la buter, hein, bon. Les 7 mineurs. Alors, mineurs, attention. Il ne faut pas rien à voir avec l'âge, il ne faut pas croire par rapport à la taille, c'est pas ça. Mineurs, c'est parce qu'ils travaillent dans une mine de pierres précieuses. Clairement, on est sur du trafic de diamants, en pleine France-Afrique. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, parce qu'en plus, la chaumière n'est pas particulièrement rutilante, c'est très louche. Bon, voilà. Et la dame qui donne un fruit. Jusqu'où ils iront pour nous dire à nous, les femmes, qu'on ne peut pas être des alliés entre nous. Ils avaient déjà commencé à frapper au fronton de tous les monuments nationaux le mot de fraternité, gravé dans nos crânes aussi, et le mot de sororité qui avait existé pendant des siècles et des siècles. Il fait partie des mots que notre chère Académie française, à laquelle appartient Alain Finkielkraut, vous voyez que tout se recoupe, eh bien, sororité fait partie des mots que l'Académie française, au XVIIe siècle, a interdit de dictionnaire. N'est-ce pas? Mais nous, on la sait que malgré l'interdiction de ce mot-là qui refait surface, on la sait qu'on peut être des alliés. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est louche parce que l'autre, elle se pointe, elle est déguisée en vieille dame. C'est normal, parce qu'elle sait que les 7 exploiteurs, là, ils vont capter la force de travail des petites jeunes. Et donc, elle se doute qu'ils sont atteints du syndrome Yann Moix. Vous vous souvenez du syndrome Yann Moix? Le pauvre, il a une cécité terrible. Lui, les femmes de plus de 50 ans, il ne les voit pas. N'est-ce pas? Alors qu'il a lui-même plus de 50 ans. C'est dommage. Alors, et c'est terrible parce qu'une femme sur 2 en France a plus de 50 ans. Donc, ça veut dire que sa vie est un champ de mine. C'est-à-dire qu'il marche dans la rue et paf, il se prend une femme de plus de 50 ans. Vous voyez? C'est dur. Bon, alors, donc, comme ils sont atteints de ça, elle se dit, si je me déguise en vieille dame, ils vont me foutre la paix et je pourrais sortir la petite de ce bazar. Bon. Mais les mecs, ils flairent la trentenaire, voilà, et ils la poursuivent. Et donc, il y a cette scène qui a traumatisé des générations d'enfantes et d'enfants, où ils vont balancer la sorcière, la reine, la femme puissante, du haut d'une falaise. Sympa, ça s'appelle un féminicide. Voilà. Donc, évidemment, Blanche-Neige, on la comprend, hein, de chagrin. Elle a perdu sa seule alliée dans l'histoire. Elle s'évanouit, elle se laisse mourir. Je comprends. Et là, les nains, ils ont une idée super saine. Ils se disent « Oh, elle a l'air décédée. Je sais, on va la mettre dans un cercueil de verre en plein soleil. » Fallait y penser quand même.
Alors moi, quand j'étais petite, c'est pareil. Je me disais, alors il y a deux solutions. Soit ils savent qu'elle n'est pas vraiment morte et ils ont inventé cette torture ultra cruelle pour la forcer à fuir, hein, parce que sinon elle risque de cuire avec l'effet loupe. Soit, et je ne sais pas si je préfère, ils pensent qu'elle est vraiment morte. Et ils veulent surtout rien manquer des différentes étapes de la décomposition du cadavre. Honnêtement, ce film n'a rien à envier au Silence des agneaux et on fait voir ça à nos enfants tranquilles. Donc là, on pourrait se dire, globalement, ça pourrait pas aller plus mal. Eh ben si, parce que c'est là qu'arrive le clou du spectacle, celui qui donne le tétanos. La cerise de Tchernobyl sur le gâteau au coronavirus, le prince, bien entendu. Alors lui, je vais oublier de vous en parler, mais on l'avait vu 2 secondes au début du film, parce que le type, il espionnait la gamine qui chantait avec des colombes dans son jardin. Donc voyeurisme pédocriminel. Voilà. Et voilà, encore un petit moment de vérité. Notre Blanche-Neige avait eu une réaction très saine, c'est-à-dire que, comme vous, hein, imaginez un type, la tronche collée comme ça à votre fenêtre de cuisine quand vous faites la vaisselle, bon, vous avez tendance à fuir. Bon. Et bien, c'est pareil, elle avait pris la fuite, elle s'était planquée. Signe très très clair de non-consentement. Si tant est qu'à 13 ans, on ait besoin d'expliquer qu'on est non-consentante. Une autre histoire. Donc, ce prince, pour info, on l'appelait Paul à cheval, parce qu'il était à cheval. S'il avait été en ski, on l'aurait appelé Paul en... Et donc, le type, il arrive devant le cercueil de verre. Il n'y a pas de bol, c'est une autoroute, cette forêt. Et il se dit à son tour, oh, elle a l'air morte, ça m'excite. Oui, parce que le mec, il est nécrophile en plus. Et là, rien n'arrête. Il se dit, c'est mon moment, j'y vais. Les 7 mecs autour, ça ne te dérange pas. Ils se rincent l'œil, les 7 pervers, là. Et normalement, je vous signale que ça doit chenouffer là-dedans parce qu'elle est censée être décédée depuis 3 jours façon cuisson vapeur. Mais ça ne l'arrête pas. Il ouvre le cercueil de verre, il se penche et il... Alors, comment ça s'appelle ça dans le droit pénal? Qui a une idée? Agression sexuelle, merci, bravo, on peut l'applaudir. Ah, magnifique. Elle vient de remettre à l'endroit toutes nos histoires, tous les contes qu'on nous a racontés depuis qu'on était petite. Hein, il y a quand même un truc, voilà. Vous allez voir, c'est pas sorcière, mais accrochez-vous. Quand on dort, voilà. Je vous avais prévenu, j'ai Génigaude. Alors, ça signifie qu'on désire rien. Alors, on ne désire pas être embrassé. Ni même partir sur un cheval blanc, enfin rien du tout, vous voyez. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce que le consentement suffit? Le consentement peut se contraindre ou s'acheter. Est-ce que finalement, ce ne serait pas le désir libre et éclairé qui serait nécessaire? Bon, bref, là, de toute façon, elle pue, on sait, et donc, elle subit une agression sexuelle, 15 ans de tôle, hein, pouf pouf, et donc, forcément, elle est sidérée, donc, d'ailleurs, ça se voit dans le dessin animé, elle est comme ça. Et lui, forcément, agresseur, il repère la situation de vulnérabilité. Il la prend, il la fout sur son cheval blanc. Cheval, lui aussi, opprimé au passage. Cheval qui n'est jamais une jument, vous aurez remarqué. Ni même une jument noire. Bon, bref. Et il l'emmène dans son royaume lointain, très lointain. Alors ça, c'est pareil, les copines. Pendant très longtemps, on a voulu nous faire rêver au fait que, il se passe rien dans notre life. Hein, globalement, on s'emmerde, on n'a rien à foutre. Et puis, à un moment donné, il y a un type qui se pointe. Alors, voilà. Est-ce qu'il nous plaît? On ne se pose pas la question, visiblement. Voilà, si c'est Depardieu qui se pointe, tu fais comme tu peux. Et pouf pouf, et puis il va t'emmener dans son royaume lointain, très lointain, comme un sauveur, un sauveur qui t'agresse sexuellement du coup, donc agression, après on le valorise, non c'est très sympa. Et donc dans ce royaume lointain, très lointain, pour toi c'est un royaume inconnu, très inconnu, tu vois. Probablement tu connais personne, peut-être tu parles pas la langue. D'ailleurs, les deux, ça se trouve, ils ne parlent pas la même langue. On ne sait pas, ils ne se sont pas parlé. À quoi ça sert d'échanger avant de se marier, je vous le demande. Hein, ça ne sert à rien. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi c'est forcément elle qui fait le déplacement? Je veux dire, elle a un royaume, hein, quand même, elle est princesse, je veux dire.
Elle a un royaume à elle, et bien elle doit l'abandonner pour suivre le conjoint. Voilà, c'est très sympa. Alors, on se réveille après ce kidnapping pédocriminel en sursaut quand apparaissent sur l'écran les mots totalement sidérants « Tout est bien qui finit bien ». Eh bien, qu'est-ce que c'est quand tout est mal qui finit mal? Alors moi, je suis venue vous raconter la vraie histoire, mon histoire. Oui, c'est vrai, j'ai été vendue par un chasseur de femmes, comme il en existe. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Dodo la raclure. Et il m'a vendue à 7 nains de cœur dans une chaumière close. Mais très vite, j'ai eu cette chance que Reine vienne me sauver. Alors Reine, c'est son prénom. Honnêtement, c'est pas pire que Blanche-Neige. Et Reine, eh ben, figurez-vous, son objectif dans la vie, c'est pas du tout d'être la plus belle. Hein, quelle étrange ambition, n'est-ce pas? Non. Elle, en fait, peut-être qu'en naissante, au contraire, on ne l'a pas trouvée assez belle, pas assez gracieuse, trop brillante, trop bruyante, trop indépendante, trop lesbienne, pour qu'elle ait un conte, certes toujours sordide, mais un conte à elle. Et les princesses qui ne sont pas jugées belles princesses disparaissent en silence, de chagrin, et leurs larmes noient l'encre avec laquelle on écrit les contes en taches grossières. Alors, elle avait décidé de devenir sœur, sorcière, sorcière. Reine, elle est militante féministe abolitionniste. Et donc, elle est venue me sauver avec mes sœurs. Et depuis, on a milité ensemble des années et on s'est rapprochés. S'il y a une chose qui est vraie dans l'histoire qu'on vous raconte, c'est que quand elle s'approche de son miroir, son beau miroir sur le mur, et qu'elle demande à son reflet « Dis-moi qui est la plus belle ?» Son reflet lui répond « C'est Blanche-Neige. » Mais ce qu'on ne vous a pas raconté, c'est que quand je m'approche de mon miroir, mon beau miroir sur le mur, et que je lui demande « Dis-moi qui est la plus belle ?» Mon reflet me répond « C'est Reine. » Je crois qu'elle n'y a pas trop de quoi s'inquiéter pour nous. Et si on devait mettre un dernier mot pour clore ce chapitre de la première partie de notre vie, on pourrait dire « Elles vécurent heureuses », enfin, et eurent, alors pas beaucoup, mais des enfantes. Et pour faire ça, jusqu'à il y a très peu de temps, hein, jusqu'en juin dernier, on devait partir à l'étranger. C'était une technique hyper secrète qui portait le nom de ces 3 inventrices, hein, des sorcières aussi, Pocahontas, Mérida et Ariel. Voilà. Oui. Donc pour l'instant, on l'a, mais enfin, il y a un méchant prince qui s'appelle Zemmour qui essaye de prendre le royaume. C'est très compliqué en ce moment. Voilà, il faut qu'on fasse un peu gaffe. Et alors, cette chanson, vous savez, du début, là, un jour ton prince vient. Et bien, nous, on la chante autrement. On la chante avec les paroles de l'hymne des femmes écrites par les féministes des années 70. Alors, ça donne ça. On prend un ballet au départ. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Ah! Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je précise que la robe dans laquelle j'ai joué, celle-ci aussi, sont des créations de la plasticienne féministe Michèle Larouille, qui a détourné les contes de fées et c'est devenu les costumes de mon spectacle. Voilà. La reine. Ah mince, je suis sonorisée, je peux rien dire. Bien, alors, rebonsoir
à toutes et à tous. Bienvenue pour cette seconde soirée de la rentrée de l'égalité, organisée par la mission égalité de Sorbonne Université, coordonnée par Michela Petrini, et avec la collaboration de l'initiative Genre Philomèle de Sorbonne Université. Donc, après une soirée hier consacrée aux femmes oubliées de l'histoire et des sciences, avant une soirée demain consacrée aux politiques de l'égalité, eh bien, Frédéric Regard, mon complice de l'autre côté, et moi-même, Anne Tomisch, nous sommes très heureux, très heureuses de vous accueillir pour cette soirée qui va donc être consacrée aux stéréotypes filles et garçons. Et pour cette soirée, nous accueillons donc trois invités. D'abord, puisqu'elle nous a présenté son spectacle, merci, un énorme merci à Tiffaine Day. Merci d'avoir magnifiquement ouvert cette soirée avec ce petit extrait, enfin, je ne sais pas si c'est un extrait, enfin ce petit brin. Extrait. Ouais, enfin extrait. C'est carrément un extrait du spectacle. Bon, voilà, d'un spectacle qu'elle a écrit, mis en scène, scénographié, joué, évidemment, et donc qui s'appelle, vous l'avez compris, Contes à rebours. Moi, j'avais vu ce spectacle au Café de la Gare, dans le monde d'avant, je sais pas, ça remonte à il y a peut-être 2 ans. J'avais passé 1 heure et quelques à rire. J'avais trouvé ça drôlissime, intelligent, très fort. J'ai eu exactement les mêmes émotions de nouveau ce soir. Et j'ai appris, et je vous annonce, que le 9 octobre prochain, les Contes à rebours sont de retour au Café de la Gare avec Tiffaine Day, et qu'après le 9 octobre, le 26 octobre, c'est la pérille mortelle. Voilà, la pérille mortelle. Alors là, qui est une réflexion et un travail sur la féminisation de la langue, si je peux le dire comme ça. Oui. Donc, toujours au Café de la Gare, le 26 octobre. Donc, merci encore à Tiffaine d'avoir accepté de participer à cette soirée, dont le principe va être de croiser les points de vue sur les questions de stéréotypes filles et garçons. Et donc, parallèlement au point de vue de l'artiste, écrivaine, comédienne, scénographe, etc., nous avons un point de vue qui est celui de la philosophe que représente ce soir Geneviève Fraisse. Et un grand merci à elle aussi d'avoir accepté de participer à cette soirée pour, en philosophe, venir penser la question de ces stéréotypes. Et je sais parfaitement que le mot de stéréotype l'a fait un petit peu tiquer, et on aura bien l'occasion d'y revenir. Alors, on ne présente pas Geneviève Fraisse, et si je devais vous faire la liste de ses ouvrages, on y passerait toute la soirée, donc c'est absolument pas ce que je vais faire, mais je vais juste mentionner quelques-uns des textes récents et des textes qui sont directement liés à notre soirée de ce soir. La réédition d'abord de son ouvrage sur le consentement, du consentement. Je n'ai pas besoin de vous faire le lien direct avec ce que vous venez de voir. Ça a été réédité en 2017. En 2019, ça a été réédité dans une édition augmentée. Les éditeurs aiment mettre leurs pattes et augmenter les éditions originales. Je cite Geneviève Fraisse, là, en disant cela. En 2019, la réédition des Excès du genre, dont on verra aussi qu'il est directement lié, cet ouvrage, à notre propos de ce soir. Et puis, tout dernièrement, la suite de l'histoire sur les femmes créatrices et artistes, qui a été publié en 2019. Et puis, le recueil, le volume en 2020, Féminisme et philosophie. Donc, merci encore à Geneviève Fraisse d'être avec nous ce soir. Et puis, troisième point de vue, celui de la politiste, Marie-Cécile Nave, docteur en sciences politiques, directrice de recherche à l'IRIS,
l'Institut de recherche, l'Institut de relations internationales et stratégiques, qui est avec nous tout particulièrement parce que en 2014, elle avait coordonné un rapport intitulé « Lutter contre les stéréotypes filles et garçons » qui avait été remis, ce rapport, à la ministre des Droits des Femmes de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. Et puis, tout récemment, elle a publié en 2020 « La démocratie féministe ». Voilà, donc voilà la présentation de nos 3 invités pour cette soirée consacrée donc aux stéréotypes filles-garçons. Donc je n'ai pas arrêté de seriner le terme stéréotype. Stéréotype, point d'interrogation. Frédéric, pourquoi est-ce que nous, on a choisi le mot stéréotype? Alors, quelques mots justement à ce sujet qui vont nous fournir un cadre de réflexion. Cadre de réflexion qui nous est fourni tout simplement par l'étymologie. C'est un mot qui nous vient du grec, stéréos, qui signifie solide, et typos, tupos, qui signifie l'image ou la forme. Le stéréotype, c'est donc une image solidifiée. Le terme est employé en imprimerie pour désigner une image de lettres qui résulte d'un coulage dans une empreinte, un coulage de plomb dans une empreinte, c'est-à-dire dans un moule. Le principe du stéréotype est donc le suivant, et c'est ce que nous proposons comme point de départ ce soir. Cette image, copie de caractères pris dans une empreinte, est destinée à être diffusée, à être véhiculée, à se transmettre. Et c'est par extension que le terme stéréotype en est venu à signifier ce que nous entendons aujourd'hui, à savoir une opinion toute faite. On comprend toutefois, grâce à l'étymologie, que la solidité du stéréotype est due à 2 facteurs. Au fait qu'il s'agit d'une empreinte, d'une idée coulée dans un moule, d'une part, et d'autre part, au fait qu'une telle image peut aisément se diffuser et se transmettre. On devine immédiatement la puissance politique du stéréotype et puissance idéologique et politique de ce trait culturel, qui est souligné par un des grands philosophes, sémioticiens de l'histoire de la culture française, Roland Barthes, que beaucoup, bien sûr, connaissent. Et nous avons pensé mettre la soirée sous la figure tutélaire de Roland Barthes et de 2 citations en particulier que nous extrayons du Plaisir du texte, le Plaisir du texte aux éditions du Seuil en 1973, que je laisserai en suspens le temps du débat. Première citation, « Le stéréotype est un fait politique, la figure majeure de l'idéologie. » Deuxième citation, « Le stéréotype, c'est le mot répété, hors de toute magie, de tout enthousiasme, comme s'il était naturel. » Comme s'il était naturel, comme si, par miracle, ce mot qui revient était à chaque fois adéquat pour des raisons différentes, comme si imiter pouvait ne plus être senti comme une imitation. Voilà, ce sont les 2 citations que nous laissons diffuser, infuser pour le reste de la soirée, et nous commençons immédiatement le tour d'horizon des différentes approches du stéréotype que nous vous proposons ce soir. Alors, 3 temps dans notre soirée, 3 grandes parties, si je peux dire. D'abord, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype. Ensuite, second temps, que fait un stéréotype. Et puis, 3e temps, la question de la transmission et surtout de la lutte contre la reproduction des stéréotypes. Et puis, dans un dernier et 4e temps, après avoir dit qu'il y en avait 3, j'en propose 4, dans un dernier temps, la parole sera à vous, au public, pour poser des questions directement à nos invités. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? Comment est-ce qu'on repère des stéréotypes? Comment est-ce qu'on analyse les causes des stéréotypes? Je vais commencer peut-être par me tourner par Tifende, puisque vos spectacles, vous les présentez comme des déconstructions de stéréotypes de genre, des déconstructions de stéréotypes sexistes. Donc dans ces spectacles, Contes à rebours et les autres, dans ces spectacles, comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous entendez le terme
de stéréotypes. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Et puis, comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous expliquez en fait les stéréotypes? Comment est-ce que vous analysez les causes des stéréotypes? Merci. Alors, du coup, les deux parties de la question, pour moi, se rejoignent. C'est-à-dire que souvent, on entend... Alors oui, je parle vraiment comme ça dans la vie. Donc, voilà, vous avez réussi à comprendre le spectacle, donc je vais pouvoir continuer à parler à la féminine universelle. En fait, oui, on entend énormément voilà, les stéréotypes oppriment, notamment les femmes. Et en fait, pour moi, c'est encore une façon de ne pas nommer les oppresseurs, les bénéficiaires de l'oppression. C'est exactement comme quand on dit, voilà, ce terme qu'on entend partout, violence faite aux femmes, et qu'on lutte contre les violences faites aux femmes. C'est quand même une façon euphémisée de ne pas dire la réalité. D'abord, le verbe faire est quand même le verbe le plus neutre de la Terre, donc je préfère violence commise à l'encontre des filles et des femmes, ça me semble plus juste que faire. Et par ailleurs, on lutte en fait contre les agresseurs plus que contre les violences. Enfin, la violence tombe pas du ciel, c'est pas une allégorie. Et les stéréotypes, c'est pareil, c'est pas des espèces de petits lutins qui viennent « Tiens, tu vas voir, toi tu seras comme ça ». Non, ça va avec un système d'oppression. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de stéréotypes genrés pour les stéréotypes sexistes? C'est qu'en fait, le genre n'est que stéréotype. Le genre, c'est cet outil du patriarcat qui est là pour opprimer les femmes au profit des hommes. Le truc, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que les stéréotypes changent. Par exemple, sous l'Ancien Régime, le rose, c'était carrément que pour les hommes, et le bleu pour les filles. Et puis après, pouf, on échange. Le maquillage, aujourd'hui, c'est censé être que pour les femmes. Sous Louis XIV, ils étaient ultra maquillés aussi, les mecs. Donc tout ça, les talons, c'est pareil. Tout ça, ça dépend, en fait. Le principe du stéréotype, c'est qu'il est en rapport avec un système d'oppression. Et dans les stéréotypes sexistes, c'est en rapport avec l'oppression patriarcale. Et donc, on va avoir en fait le genre qui va se poser sur une différence biologique et de manière aléatoire, le genre va décider, tiens, tel sexe va être plutôt douce et je sais pas quoi, et tel sexe va être plutôt violent. Pourquoi? Parce que après, quand vous mettez une personne naturellement douce, soi-disant, et une personne naturellement violente, soi-disant, à votre avis, qui perd? Et hop, on peut justifier que, oui, il est violent, mais bon, c'est sa nature. Voilà, et en fait, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue, oui, certes, les stéréotypes s'appliquent aux femmes comme aux hommes, mais en fait, être forcé d'être un dominant, ça n'a quand même pas les mêmes influences et les mêmes incidences dans la vie que d'être forcé d'être une opprimée. Vous voyez bien la différence. Et donc, moi, ce que je combats, c'est, je voudrais abolir le genre. Je voudrais que, quand une personne naît, quelle que soit la forme de ses organes génitaux, on ne vienne pas lui ordonner, tiens, toi, tu seras plutôt comme ça, tu feras plutôt tel type de métier, ça, ce sera interdit, et inversement, de l'autre côté, pour une personne qui est née avec l'autre sexe. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi, et en fait, ça vient comme ça jalonner toute la société. Ça va, voilà, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand j'étais petite fille. Moi, il y avait toujours marqué sur mes bulletins que j'étais bavarde, alors que le petit garçon qui était mon pote avec lequel je bavardais, lui, en fait, il s'exprimait bien, il participait bien en classe. Parce que lui, quand il s'exprimait, il disait quelque chose, en fait. Il avait quelque chose à dire, c'était important. Moi, je bavassais. Voilà. Et alors ça, c'est vraiment une immense arnaque, en plus, puisque, évidemment, on sait qu'en patriarcat, c'est les hommes qui tiennent beaucoup le crachoir, mais le mot pipelette ne connaît pas de masculin. Hein, voilà, c'est quand même une belle arnaque. Et donc, les stéréotypes, c'est un des outils d'oppression du patriarcat, comme d'ailleurs de toutes les oppressions, puisque toutes les oppressions vont mettre en place des stéréotypes qui vont servir d'une part à ce que l'oppression soit plus efficace, et d'autre part à la justifier. Et donc je propose de nouvelles représentations, et j'ai l'habitude de dire que créer des imaginaires égalitaires, c'est de rendre possible l'égalité dans la réalité. On va y venir aux façons de lutter contre. Tout à fait.
Mais d'abord, avant d'en arriver là, d'abord du point de vue des sciences politiques, donc que vous incarnez, Marie-Cécile Nave, enfin, dont vous êtes la porte-parole ici aujourd'hui plutôt que les incarner. Je faisais référence tout à l'heure à ce rapport que vous avez coordonné, co-organisé en 2014 et qui s'intitulait « Lutter contre les stéréotypes », rapport dans lequel apparaîtrait nettement que la lutte contre les inégalités bute contre certains stéréotypes, contre des stéréotypes filles-garçons. Donc, même question en fait qu'à Cathy Fendé, mais avec votre perspective à vous. Qu'est-ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous avez entendu le terme de stéréotype dans ce rapport? Et puis comment vous les avez repérés, ces stéréotypes, dans le rapport que vous avez coordonné? Alors, je ne sais pas si mon micro... Oui, ça y est, mon micro marche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je suis très heureuse parce que ce rapport, presque 8 ans après, on m'en parle encore. Et ça me rend vraiment heureuse. Alors, je cite ma coordinatrice du rapport, qui est Vanessa Wisniewicz, avec qui on travaillait donc, à France Stratégie, qui est un organisme placé auprès du Premier ministre et dont l'objectif, c'est précisément de produire de l'expertise en s'appuyant, et c'était... mais rassurez-vous, je vais répondre à votre question. Et c'était un des fondements de ce rapport que nous avait commandé Najat Vallaud-Belkacem en 2013 et publié en janvier 2014, de s'appuyer sur les travaux de recherche en sciences sociales pour nourrir la décision politique. Alors aujourd'hui, les sciences humaines et sociales n'ont pas forcément toujours bonne presse dans la sphère politique. Elles sont plutôt mal connues et parfois déconsidérées, et je le regrette, mais enfin, la roue tournera et on reviendra à ce type de démarche, j'en suis sûre. Au départ, donc c'est une commande. Alors évidemment, on s'est interrogé sur cette signification-là et on s'est tout de suite penché sur les travaux non seulement des sciences sociales, mais aussi des organismes publics, en regardant ce qu'écrivait l'INSEE, l'INED et ce genre de choses, et en regardant aussi ce qui se passait à l'étranger, parce que France Stratégie est aussi connue pour faire du benchmark, c'est-à-dire de la comparaison internationale, pour aller voir comment on envisage dans les politiques publiques les termes et les effets qu'ils induisent. C'est ça qui nous intéresse aussi, étudier les effets. Et on peut, les conséquences. On peut aussi partir de là. Évidemment, on peut appeler le mot stéréotype ou parler d'attente, d'habitude, de préjugés, comme vous l'avez dit, mais on regarde aussi les effets. Qu'est-ce que ça produit dans les différentes sphères de socialisation? Nous, on s'est centré sur l'enfance et l'adolescence, en regardant le fait que finalement, dès la petite enfance et même dès avant la naissance, il y a des attentes différentes de la part de toutes les institutions sociales. La première, c'est la famille, mais les autres aussi, selon que vous êtes une fille ou un garçon. Et ça va produire un certain nombre d'effets qui vont figer les individus dans des catégories prédéterminées. Et donc, c'est une sorte de limitation du choix, limitation de la liberté qui va ensuite non pas déterminer les individus, mais fortement les conditionner, et ce, dès la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte. Évidemment, on peut en sortir, on a quand même notre libre arbitre, bien sûr, je vais très vite, mais il y a quand même des attentes en matière de comportement, en matière de manière de parler, en matière de métier, en matière de réussite scolaire, en matière d'existence dans l'espace public, en matière de rapport aux autres, bref, dans toutes les sphères de socialisation, et ce dès la petite enfance, qui vont limiter fortement les possibilités, la liberté des uns et des autres. Et ça va se retrouver jusque parfois dans la loi, même si en France, la loi est de plus en plus égalitaire, elle est quasiment égalitaire, mais enfin, il y a encore quelques petits résidus qui demeurent, mais dans les pratiques, dans les choses qui sont très fortement inconscientes, qui sont intériorisées, qui ne sont pas nécessairement conscientisées. Et donc, la démarche, au départ, c'était celle-ci, c'était à partir des travaux de sciences sociales, de trouver une manière d'être dans la transmission, dans le fait de nourrir les politiques publiques, d'utiliser un terme de Geneviève Fraisse que j'aime bien, qui est d'être des colporteuses, de porter une certaine forme de parole scientifique qui est très consciente des enjeux de genre,
pour l'amener vers le débat public et vers les politiques publiques. Donc, je dirais limitation du champ des possibles pour les individus. Ça, c'est les effets des stéréotypes. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que certaines classes sociales, certaines populations vivant dans certains territoires sont plus frappées par les stéréotypes de genre que d'autres. Il y a parfois une double peine, notamment dans les classes populaires. Peut-être j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de l'orientation scolaire, mais il y a des catégories de population pour lesquelles c'est plus difficile d'en sortir et pour lesquelles on est enfermé très vite dans des catégories et ce très tôt dans la vie. Et donc c'est d'autant plus difficile d'en sortir. Et dernière chose, on s'est intéressé aussi à l'action de la mixité. On a le sous-titre du rapport, c'est un enjeu d'égalité et de mixité dès l'enfance, si mes souvenirs sont bons. Parce que déjà, le mot genre, à l'époque, c'était une époque très compliquée pour certains quand on parle du mot genre. Mais enfin, donc on s'était intéressé à la question de la mixité parce que ça fait partie des effets dès l'enfance, c'est-à-dire la non-mixité, à la fois dans certaines orientation scolaire, les futurs métiers, etc. Et dans la prise d'exemple que les enfants ont dès leur plus jeune âge, dans, par exemple, qui s'occupe d'eux. Voilà, je ne sais pas si je termine là-dessus pour cette... Peut-être juste une petite question supplémentaire. Vous l'avez souligné, je l'avais dit, le rapport il date de 2014, ça fait 7 ans, 8 ans. Est-ce que, en regardant en arrière par rapport à aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses ont changé, pas changé? Est-ce que le rapport, vous le réécririez de la même façon aujourd'hui? Je ne sais pas si cette question-là, vous pouvez vraiment y répondre sans reprendre en fait tout un travail, mais... Écoutez, je l'ai refeuilleté pour l'occasion. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas mal dedans qu'on pourrait reprendre et d'autres qu'il faut évidemment actualiser, en particulier parce que la recherche a fait d'énormes découvertes depuis. Il y a des nouveaux résultats, il y a aussi des politiques publiques à l'étranger dont on peut s'inspirer et aussi parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées depuis, par exemple la formation des enseignants aux questions d'égalité filles-garçons. Il y a encore des progrès à faire, mais quand même, ça c'est une des avancées importantes de ces dernières années. Et il y a un certain nombre de choses qui ont progressé, mais j'ai envie de dire, il faut en reparler parce qu'il y a aussi des forces violentes et puissantes qui luttent contre ce combat-là, qui sont vraiment... quand on voit certaines pancartes dans certaines manifestations, touche pas à mes stéréotypes de genre, il y a quelques années, la Manif pour tous par exemple, et dans d'autres pays, il n'y a pas que le nôtre, il y a à la fois un mouvement assez puissant qui a été amplifié par MeToo, mais qui était là avant et qui était là dans d'autres pays, en faveur de l'égalité femmes-hommes, des droits des femmes, et dont la lutte contre les stéréotypes est un des ressorts. Mais il y a face à ça des forces réactionnaires puissantes qui sont très très inquiètes du fait qu'on lutte contre un des ressorts sans doute des stéréotypes qui est la prétendue complémentarité naturelle des sexes, qui est une telle remise en cause non seulement de privilèges mais aussi d'habitudes, d'ordre établi, de positions de pouvoir, de partage de l'espace public, de partage des responsabilités, de partage de l'argent aussi, il faut le dire, de partage de la visibilité des hommes et des femmes dans l'espace public, que oui, il faudrait sans doute tenir compte, je crois aujourd'hui, de ces forces contraires qui sont extrêmement violentes et dont je pense une partie d'entre nous avait sous-estimé l'ampleur et la violence. Et on est, comme vous l'avez dit dans votre spectacle, on est loin d'en être sorti, puisqu'en plus il y a une fascination médiatique, notamment en France, pour ce type de choses. Merci. Frédéric ? Ah non, mais attends, pardon. Je l'avais laissé pour la fin. L'interrogation et le questionnement de notre notion de stéréotype. Parce que Geneviève Fraisse, dans les excès du genre, et pas seulement dans les excès du genre, mais dans les excès du genre entre autres, la notion même de stéréotype, elle vous pose problème. En tout cas, vous l'interrogez de façon un petit peu critique, c'est dit gentiment. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette notion de stéréotype? Comment est-ce que vous articulez stéréotypes et clichés? Et si je ne me trompe,
vous préférez cliché à stéréotype pour parler de ce dont nous parlons. Pourquoi? Bon, merci, bonsoir. Merci de m'avoir invitée. Je suis heureuse d'avoir entendu les propos précédents et la pièce, bien sûr. Bon, j'appartiens à une autre génération, donc je vais vous parler un peu histoire, puisque cette chanson du MLF, je l'ai chantée dans les années 70 dans la rue. Donc, ça c'est un type d'émotion particulier. Donc, effectivement, ma gêne, elle vient d'un rapport à l'historicité. Alors, c'est vrai que les excès du genre, ça date aussi de 2014. C'est exactement de la même année, et elle s'en souvient. Et effectivement, j'ai un chapitre critique sur la lutte contre les stéréotypes. Alors, je vais vous expliquer en gros pourquoi, à travers justement une mise en perspective historique. Je disais à l'instant que j'étais dans ces années 70, où il y a eu un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Du côté des petites filles de Bellotti, qui est une écrivaine italienne. Ça avait été traduit par les éditions des femmes et ça a fait florès. Tout le monde a répété cette référence pendant des années, voire des décennies. Or, à l'époque, j'étais professeur de philosophie dans une école normale d'instituteurs, IUFM, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Enfin, bon, voilà, ça a encore changé de nom. Et nous étions plusieurs à trouver que quelque chose clochait dans ce livre. On en a fait un texte qui est signé que de nos prénoms, à l'époque, dans les temps modernes. Je l'ai relu hier, je ne l'avais pas lu depuis 45 ans, donc c'était en 76, sur « Elle n'en est pas moins une femme ». On l'avait intitulé, et c'était une critique du livre de Bellotti, dont on avait repris un certain nombre de remarques. Alors pourquoi je le cite? Pas pour revenir sur cette critique, mais parce que je crois qu'elle est prise dans la question des stéréotypes à ce moment-là, et c'est parce qu'on est dans ce moment où va être généralisée la mixité scolaire, où l'enseignement devient aussi une fable féminine. La présence des femmes comme professeurs est immense. La reproduction, Bourdieu aurait raté ça dans son livre sur la reproduction. C'est que quand même la sexuation du monde évolue. Et donc, il y avait quelque chose, je crois, en rapport à ça. Alors, pourquoi je vous rappelle ça? Parce que la façon dont ça a pu, effectivement, m'agacer, m'énerver, me gêner, autour des années 2010, quand tout était obsédant, et il fallait lutter contre les stéréotypes comme si c'était la dernière façon de réaliser l'utopie ou de subvertir. Alors moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que j'avais justement quelques décennies d'expérience précédente, et dans mes travaux scientifiques et professionnels, et dans ma pratique de femme engagée. Et j'ai intitulé ça « Le formel ne fait pas le réel ». C'est-à-dire qu'on avait lutté, disons jusqu'autour des années 2000, je parle de la France là, on a lutté pour obtenir un certain nombre de lois sur des décennies, voire 2 siècles. Changer le droit civil, obtenir le droit politique, avoir le droit à l'avortement, puis jusqu'à la parité en 2000. Là, ce sont du formel. Ça ne veut pas dire le formel ne fait pas le réel. Et c'est ça la constatation que nous avons au début des années 2000. Si le formel ne fait pas le réel, c'est parce que c'est très bien d'avoir obtenu les lois. On sait très bien aussi que ces lois doivent être perfectionnées, ce qu'on continue à faire, mais on a fait le tour de la question. Tous les espaces sociaux ont été identifiés comme devant être changés par la loi. Or, la domination masculine subsiste. Or, les choses ne changent pas tellement que ça. Alors, à ce moment-là, est arrivée, telle a été mon analyse, la lutte contre les images, la lutte contre les stéréotypes, en se disant, puisque le formel ne fait pas le réel, peut-être que si on attaque les images, qui sont un moyen, un levier de transmission, d'identification, etc., peut-être que là, on touchera à quelque chose. Et c'est pourquoi... moi, ça m'a beaucoup interrogée par rapport à ce que c'était que les luttes féministes. Pourquoi on s'est centré là-dessus? Et d'ailleurs, 2017, qui a été le moment de MeToo en octobre 2017, ça va faire 4 ans aujourd'hui, a balayé aussi, je dirais, je vais être méchante, l'obsession de la lutte contre les stéréotypes. Alors, encore une fois, il ne faut pas me mécomprendre. Il est bien entendu que le stéréotype m'agace et m'énerve et me paraît catastrophique. Mais si on a fait l'analyse politique centrale, à ce moment-là, moi, j'ai une difficulté sur laquelle on pourra revenir. Alors, en un mot, la question de l'image contre laquelle il faut se battre, ça s'appelle un préjugé quand on est au XVIIe siècle. Poulain de la Barre, génial philosophe cartésien qui écrit de l'égalité des sexes en 1673, veut lutter contre les préjugés. Préjugés, c'est juger avant même de réfléchir, avant même de penser, avant même d'agir. J'ai du préjugé. Ça peut rejoindre, le préjugé rejoint le stéréotype. Et donc,
Moi, je m'étais demandé si on pouvait faire le procès des préjugés, en le lisant, donc, puisqu'il a été réédité au début des années 80 par le corpus des œuvres de philosophie de langue française, initié par Michel Serres, à l'époque, donc il y a maintenant presque 40 ans. Donc, la question du préjugé, qui devient très important, ce mot, ce terme, 16e, 17e siècle, me paraît crucial. Donc, réinstaller la notion de stéréotype dans le rapport au préjugé. Ensuite, le stéréotype, comme tu l'as dit, Frédéric, c'est une image isolée. Il y a quelque chose qu'on isole mais dans le dur. Qu'on isole dans le dur, c'est une image séparée et qui dit deux choses. C'est dans les citations. Il dit le naturel et le structurel en même temps. C'est fascinant quand même. Ça serait à la fois naturel et à la fois structurel. Alors c'est quoi? C'est un invariant. Là, si on veut fabriquer un invariant, il n'y a rien de tel. Mais moi, je m'interroge sur le fait de savoir ce que c'est que la fabrication du stéréotype. Je voulais revenir un peu plus tard sur le cliché, mais moi, j'ai préféré l'image de cliché. Pourquoi? Cliché vient aussi de la typographie, avant de passer dans le langage photographique, mais le cliché, c'est la répétition. C'est pas le bloc, c'est pas le bloc dur, c'est la répétition de l'image. Et le problème, c'est peut-être du côté des stéréotypes, c'est effectivement la répétition, mais ce n'est pas un invariant, le cliché. Tandis que dans stéréotype, on peut entendre archétype. Et ça devient très, très, très ennuyeux. Et je trouve que là, c'est comme si on se faisait mal à soi-même si on prend le mot stéréotype. En tout cas, c'est ça que je vous propose aussi de réfléchir. C'est est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que c'est pas le terme qui précisément solidifie ce qu'on voudrait détruire? Alors, juste un mot pour finir sur cette première question, sur le mot idéologie employé par Barthes. Mais vraiment, oui, il y a quelque chose de l'idéologie. Merci Barthes une fois de plus. En ce moment, Barthes, quand on le lit, ça marche. Hein. C'est incroyable. Ben oui, ça marche incroyablement, Barthes, en ce moment. Et ça fait plaisir. Hein. Et donc, voilà, idéologie, oui. Par exemple, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit seulement du naturel et du structurel? Tiphaine, tout à l'heure, a parlé aussi du bleu et de rose qui avait été inversé. Moi, j'ai une autre idée. Parce que cache l'idéologie? En bonne marxiste que je suis, que j'ai été formée et que je suis toujours, l'idéologie, c'est ce qui recouvre un réel en voulant faire passer une partie de ce réel pour la vérité de la totalité du réel. OK? Donc, l'idéologie, ça cache, ça planque. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, par exemple, moi, ce que j'ai découvert en faisant ce travail pour la critique pour les excès du genre, ce que j'ai découvert, c'est que je vais continuer à être marxiste, ça pourrait aussi être une affaire de marchandises. Les patins à roulettes, aujourd'hui, un garçon ne va pas vouloir des patins à roulettes de sa sœur si on lui a acheté des patins à roulettes roses et que lui, c'est un garçon, ça va l'emmerder de descendre dans la cour en bas sur la place avec des patins à roulettes roses. Mais moi, dans les années 60, comment ils étaient nos patins à roulettes? Tous gris métallique. Parce que c'était la matière, c'était pas le plastique, c'était la matière des patins à roulettes. Il n'y avait donc pas de distinction de patins à roulettes pour les garçons et pour les filles. Économie au passage pour les familles. Donc la marchandise est aussi derrière le stéréotype. Plus on fait du duel, plus on soutient la marchandise. Et là, on commence à être quand même un peu loin de la morale de la domination. Il faut aller chercher dans d'autres, bien que je ne la mette pas en doute, la morale de la domination, et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Mais si on ouvre d'autres portes, on trouve d'autres choses, et notamment cette histoire de marchandises. Et moi, j'ai un dernier exemple aussi qui m'a beaucoup bouleversée il y a déjà un certain nombre d'années. C'est quand ma fille était en 3e au collège, en banlieue parisienne, arrive l'orientation scolaire à la fin de la 3e. Et dans cette banlieue, l'une pouvait partir dans l'enseignement général en seconde, et ses copines, issues de milieux différents du sien, eh bien, on leur a inventé un avenir. On ne les a pas soumises aux stéréotypes. On les a assignées à prendre les stéréotypes qu'on allait leur proposer, enseignement professionnel, santé, secrétariat, etc. C'est donc l'appareil d'État qui a fabriqué, à l'égard de ces jeunes femmes, jeunes filles, pour des raisons d'inégalité sociale,
Moi, je m'en suis pas remise de ce moment d'expérience de juin, de je ne sais plus quelle année, parce que je m'en suis pas remise, parce que c'était d'une telle injustice. Sauf que c'était pas, le stéréotype était ce qui devenait imposé, même pas, il n'y avait même pas besoin d'identification. C'était simplement, vous n'irez pas en enseignement général. Donc là, il y a la marchandise et la structure sociale qui sont cachées par l'idéologie de l'archétype de l'invariant stéréotype. D'où, c'est-à-dire que je raconte un petit peu dans ce chapitre dont parlait Anne. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup à toutes les trois et merci au public d'être si attentif et si réactif. Ça fait vraiment très très plaisir. Nous entamons le deuxième mouvement de la soirée. Premier mouvement, vous vous en souvenez, qu'est-ce qu'un stéréotype? Que nommer un stéréotype ou débaptiser stéréotype? Deuxième mouvement, deuxième ensemble de questions, que fait un stéréotype? Si on se réfère au travail de Tiphaine Day et aux différentes versions des contes à rebours, à ce qu'elle nous a présenté aujourd'hui également, deux traits des contes semblent se dégager et ont en commun une forte ambivalence. D'abord, les héroïnes sont toujours belles et gentilles, tandis que la laideur est toujours celle de la méchanceté, toujours attachée à la question de la méchanceté. Et deuxièmement, le héros, en revanche, lui, le prince charmant en particulier, a le rôle de sauveur, rôle qui se retourne facilement en celui de prédateur. Et je vais me tourner tout de suite vers Geneviève, que vous avez particulièrement appréciée, donc on ne s'en lasse pas, mais les questions vont tourner, pour revenir sur une affaire qui a défrayé la chronique pas plus tard qu'au printemps dernier, en mai 2021 exactement, lorsque deux chroniqueuses d'un journal de San Francisco très influent, le San Francisco Chronicle, deux chroniqueuses, à l'occasion de la réouverture du parc Disney en Californie et du spectacle intitulé Blanche-Neige, ont dénoncé un manège à la fin de l'attraction qui s'intitulait, je vous le dis en anglais avant de le traduire, True Love's Kiss, c'est-à-dire le vrai baiser d'amour. Vrai baiser d'amour dont nous a parlé Tiphaine il y a quelques instants. Donc, baiser donné sans le consentement de l'intéressé qui dort, transformant le prince sauveur en agresseur. Et c'est ce que ces deux chroniqueuses de San Francisco ont dénoncé, déclenchant une polémique, peut-être n'est pas le mot, mais en tout cas une certaine effervescence sur les réseaux sociaux, avec des réactions très, très tranchées dans le monde entier et en France en particulier. Donc je me tourne vers Geneviève pour revenir sur cette question de l'ambivalence des clichés et lui demander quel est le point de vue de la philosophe sur ce retournement du baiser sauveur en baiser non consenti. Alors, d'abord, je voudrais dire peut-être, c'est le moment de dire un mot sur la façon dont Tiphaine déconstruit le stéréotype, c'est-à-dire en ayant un double discours en permanence. Moi, je trouve que c'est une gymnastique extraordinaire de la suivre parce qu'elle ne dénonce pas du tout le stéréotype, elle n'arrête pas d'ouvrir des pistes de manière à ce qu'on s'y perde et on se retrouve. Et bon, ça, c'est donc la possibilité de ces deux sens, c'est-à-dire le baiser sauveur et le baiser prédateur. Hein. Donc voilà, je voulais dire comme j'aimais la façon dont elle a travaillé justement leur stéréotype, parce que c'est pas dans la dénonciation. Et ce qui est intéressant, avant que j'en vienne à la question des contes, c'est que en prenant le mot consentement, bon ça c'est un autre travail que j'avais fait, alors bien antérieur à MeToo, puisque c'était en 2005-2007, sur la notion de consentement, et son émergence là encore au XVIIe siècle de façon très forte au niveau de l'individualisation, de la singularité du consentement de l'époque moderne et puis contemporaine, c'est que d'entrée de jeu, le mot consentement a un double sens. Et c'est ça que si on ne travaille pas ça, on va être d'une grande platitude, quoi.
hein, éventuellement se battre avec des moulins à vent, c'est-à-dire que ça veut dire aussi bien choisir qu'accepter. Vouloir et n'en pouvoir mais. Et qu'il y ait cette ambiguïté, ça ne fabrique pas de la zone grise, hein, moi je déteste ce terme-là, ça fabrique simplement l'ambiguïté qui est de ce mot. C'est pour ça que cet an dernier, je proposais plutôt, enfin après MeToo, je proposais plutôt qu'on parle du mot accord, qu'on prenne le mot accord, qui est moins trouble. Mais c'est vrai que le consentement a toujours eu ce double sens et c'est pas fini. Voilà. Maintenant, ce que je trouve très intéressant dans le travail de Tiphaine et dans le travail en général des gens qui écrivent, soit pour... bon, je vais prendre un exemple qui était il y a quelques années, après que MeToo ait démarré, on s'est offusqué de ce qu'un metteur en scène avait changé la fin de Don Juan, c'était en Italie, et avait décidé que c'était pas Don José qui tuait, mais l'inverse. Carmen. Oui, c'est ça. Bah oui, donc c'était pas lui qui tuait, mais elle. Donc c'est l'inversion là aussi. Donc en fait, ce qui est rendu possible par l'écriture. Alors moi, ce qui m'a le plus surpris, et c'est là aussi où je peux garder des distances par rapport à la lutte contre les stéréotypes, c'est que tout le monde s'est mis à pousser des cris parce qu'on changeait la fin d'un opéra des plus classiques et des plus aimés de notre univers, Don Juan. Mais attendez, depuis quand on ne peut pas écrire la suite de l'histoire? Donc ça a donné lieu à un titre d'un de mes livres. Depuis quand on n'écrit pas la suite de l'histoire? Mais on a toujours écrit la suite de l'histoire. Donc pourquoi là ils se sont, elle, je ne sais pas quoi, effrayés parce qu'on changeait la fin de Don Juan, de Carmen. Je ne sais pas pourquoi je tiens à dire Don Juan à cause de... On a le droit, oui. Mais je dis Don Juan, mais c'est incroyable, c'est Carmen, évidemment. Mais c'est Don José et Carmen. Merci. C'est quand même... bon, mais on va mettre ça sur le compte. C'est parce que Don José et Don Juan, c'est les deux mêmes nazes. Ben oui, c'est à cause du don. Voilà. Merci. Elle a tout de suite plusieurs lectures à la fois, vous voyez. Donc, non, mais c'est bien sûr. Alors, je voulais juste vous parler de Barbe Bleue, parce qu'il se trouve que j'ai dû travailler sur Barbe Bleue l'année dernière, pour une rencontre, avec aussi une pièce de théâtre d'ailleurs. Et bien, Barbe Bleue, donc, c'est réécrit, là aussi, en permanence. Et je voudrais vous citer juste 2 reprises de Barbe Bleue. La première de Paul Dukas, au début du XXe siècle, avec un texte de Maeterlinck, où elle désobéit au point de pouvoir s'en aller, libérer les autres femmes qui ont été emprisonnées, vivantes, hein, on a droit à toutes les inventions, mais ces femmes-là vont préférer retourner chez l'oppresseur. Et elle va partir seule. Inversement, lisez aussi le texte, je cherche l'année, d'Amélie Nothomb de 2012. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça vaut le coup vraiment de lire son texte qui s'appelle Barbe Bleue, donc d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner la situation, c'est pour ça que je parlais de Don José, et elle va enfermer Barbe Bleue et partir. Bon, il y a beaucoup d'autres interprétations entre-temps. C'est juste pour dire que la question de la suite de l'histoire me paraît, par rapport à un soi-disant invariant ou un soi-disant cadre conceptuel et esthétique dont il ne faudrait pas sortir, l'unique et certaine possibilité. Et juste un mot pour finir, je pensais à l'artiste Cindy Sherman, dont on pouvait voir l'exposition pendant le confinement. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu y aller parce que c'était à Vincennes, de l'autre côté. Et elle fait des avatars de son propre visage. Elle n'arrête pas de répéter, c'est ça le cliché, elle n'arrête pas de répéter son propre visage autrement à chaque fois. Donc elle propose le multiple des possibilités plutôt que l'unique possibilité. Voilà. La suite de l'histoire et le multiple serait ma déclinaison du cliché. Enfin, ou plutôt de la destruction du cliché. Mais quant au stéréotype, je l'ai déjà oublié. Merci Geneviève. Je me tourne vers Tiphaine, qui a déjà été sollicitée par Geneviève.
La question de la beauté des héroïnes est au cœur de votre travail, comme celle du statut du héros systématiquement présenté comme sauveur. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cette question qui est vraiment au cœur et de cette centralité que vous avez décidé de conférer à cette question-là dans votre travail donc. Oui, pour moi, c'est la justice, en fait. C'est-à-dire qu'en permanence, une des façons qu'ont d'agir ces stéréotypes, encore une fois, c'est effectivement, c'est peut-être cliché, effectivement, qu'on convient mieux, c'est-à-dire que ça évolue, cette histoire-là, ça s'adapte, en fait, aux besoins du système de domination. Et donc, on a été vraiment éduqués avec cette idée où on ne va pas avoir l'empathie au bon endroit. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend... Donc là, vous avez vu vraiment un extrait de Compte à rebours. Normalement, il y a une douzaine de personnages, donc pas tous aussi longs. Puis là, je l'ai un peu grandi pour pile poil pour aujourd'hui, avec aussi l'actualité, etc. Mais en tout cas, il y a d'autres personnages, notamment il y a Anne Lasserane pour retravailler Barbe Bleue, où là, du coup... au lieu... Oui, c'est ça. Où là, Anne Lasserane ne voit-tu rien venir. Et cette fois, ce n'est pas des frères qui arrivent, bien entendu, ce sont des sœurs. Et ça devient plus intéressant, en tout cas plus réaliste. Voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est cette question de l'empathie. C'est-à-dire que si on prend la grande chaperonne rouge, enfin, moi, elle a grandi, enfin, du coup, si on prend le petit chaperon rouge, dans l'histoire, on a quand même une petite fille qui est envoyée dans la forêt et qu'on charge, qu'on responsabilise sur sa responsabilité de ne pas être agressée par le loup. Donc, le loup, c'est en fait le pédocriminel. C'est très clair. Et donc, voilà, elle part et on lui dit, en fait, si tu t'arrêtes pas pour bouffer des fleurs, des machins, et que tu discutes pas avec des inconnus, tout va bien se passer. Alors déjà, non, pas le rapport. Et puis, il se trouve que y a des jolies fleurs et puis il y a des fraises des bois. Et en plus, quand le loup arrive, elle discute, politesse. Et donc, on va lui dire que du coup, c'est de sa faute. Parce que si elle avait obéi, ni sa grand-mère ni elle n'auraient été bouffées. Et il y a une version dernièrement où on va rajouter cette image du sauveur, donc en faisant réapparaître le fameux chasseur de Blanche-Neige. Et comme on a trouvé ça un peu cruel quand même, que et la grand-mère et la fille soient bouffées par le loup, et c'est sa faute à la gamine, parce qu'elle elle a parlé à une personne, peine de mort. Bon. Et là, on rajoute qu'elles sont sauvées parce qu'il y a un chasseur qui débarque, qui ouvre le ventre du loup, et hop, elles sortent, puis là, elles disent « Bon, c'était de ma faute, du coup, merci ». Et le sauveur, c'est le chasseur. Vous voyez bien la version de dingue. En fait, les loups, il n'y en a pas dans nos forêts, puisqu'ils ont été génocidés par les chasseurs, précisément. Le chasseur est un problème. Le pédocriminel, il ressemble plus à un chasseur qu'à un loup. On est d'accord avec ça. Et donc, en fait, ça va être simplement de remettre l'empathie là où elle doit être. Notre petite chaperonne rouge, même si elle se balade à poil, elle discute avec qui elle veut, elle bouffe toutes les fraises des bois de la terre, en fait, c'est au pédocriminel de ne pas l'attaquer. C'est pas à elle de faire des trucs pour pas être attaquée. Et en fait, on a toujours cette inversion-là, et où, en plus, on va nous faire croire, et ça, c'est central, mais c'est l'histoire de Star Wars, vous voyez, c'est l'histoire de tous les mythes là qu'on se traîne dans la culture populaire. C'est-à-dire, on va nous faire croire, cette arnaque absolue, que la réponse au patriarcat viendra d'un homme sauveur. Bullshit. Non, mais c'est vrai, je veux dire, si on prend, voilà... Dark Vador, père violent, le type, voilà, carrément, il a fait des trucs que même les super méchants de chez nous, ils n'ont pas encore réussi à faire, c'est-à-dire bousiller des planètes, vous voyez, bon. Et bien, quand même, d'abord, on nous dit, reste sous emprise, parce qu'il y a encore du bon en lui, mais on s'en fout. Et alors, il a bousillé des planètes, oui, mais c'est ton père. Et alors, quel rapport? J'ai des gènes en commun, on ne m'a même pas élevé, je m'en tape. Voilà. Et en plus, on va nous faire croire que ça va venir de son fils, que du coup, paf, salvation. Enfin, vous allez me dire, voilà, dans les 3 derniers, ils se sont dit, bon, les féministes, elles en ont ras le cul, on va mettre une héroïne. Mais je veux dire, en fait, il y a vraiment ce truc-là
où on va nous faire croire, les copines, que notre libération va venir de la cause de nos problèmes. Ça n'a pas de sens. Et donc, toute cette histoire de stéréotypes, ça va être d'en fait pouvoir les replacer aux bons endroits, faire les bonnes images et remettre l'empathie là où elle doit être, la culpabilité là où elle doit être et l'héroïsme là où il est, c'est-à-dire chez les opprimés qui chaque jour survivent à l'oppression. Donc ici, chez les femmes. Et là, carrément, Luke Skywalker, il peut aller se rhabiller. Merci, merci Tiffaine. Je vois que l'heure tourne. Il nous reste une question pour ce deuxième mouvement. Je ne sais trop ce qu'on va faire pour le troisième mouvement parce que ce serait bien d'interagir avec la salle peut-être. On va improviser. Je me tourne bien sûr vers Marie-Cécile Nave et pour lui poser exactement la même question que font les stéréotypes en déplaçant l'attention sur la question des comportements. Donc, sur le plan des comportements, quelles sont les conséquences de ces stéréotypes de genre? On va continuer de dire stéréotypes de genre pour des raisons de commodité. Et en particulier, vous avez commencé à en dire quelques mots tout à l'heure, pour tout ce qui touche à la question de l'orientation, à la question des filières, des filles et des garçons. Geneviève en parlait tout à l'heure également. Et cette question plus spécifique sur les filières et sur l'orientation des filles et des garçons s'inscrit, je le disais tout à l'heure, dans le cadre plus vaste de celui des comportements. J'en profite pour dire que dans le rapport, il y a un chapitre sur les jouets écrit par Mona Zegai et qui reprend une grande partie des conclusions que vous dites. C'est-à-dire à partir des années 90, il y a eu une segmentation par genre des jouets qu'il n'y avait pas avant. Et effectivement, c'est une ruse du capitalisme pour en vendre 2 fois plus, en s'appuyant quand même sur les stéréotypes de genre, puisque non seulement il y a le vélo rose et le vélo bleu, mais il y a aussi dans les magasins les rayons filles et les rayons garçons, avec les jeux d'aventure, de découverte, d'ouverture sur le monde pour les uns, et les jeux d'esthétique et de soins pour les autres. La palette des jouets dits pour filles, considérée comme étant pour les filles, étant plus restreinte que la palette des jouets prétendument réservés aux garçons. C'est un peu la même chose dans les métiers. Dans les métiers, la palette des métiers dits féminins est beaucoup plus faible que la palette des métiers dits masculins. Et quand je dis dits masculins et dits féminins, c'est les chiffres de l'INSEE. 17% des métiers en France sont considérés comme mixtes, c'est-à-dire ont entre 40 et 60% de chaque sexe. Ça, c'est les chiffres de 2013 qu'on avait utilisés dans le rapport. Et je crois que ça n'a pas tellement bougé. On doit être à 1 ou 2 points d'écart par rapport à il y a presque 10 ans. Donc imaginez, quand même 17% des métiers, ça correspond à peu près c'est la même proportion dans les emplois, sont considérés comme mixtes et certains métiers sont absolument pas du tout mixtes, comme les métiers de l'aide à les métiers de la petite enfance. Chez les enseignants, c'est pas trop mixte, mais plus on monte dans la maternelle, à l'école maternelle, c'est très féminin. L'école élémentaire, c'est un peu plus masculin. Collège-lycée, c'est un peu plus masculin. Et dans le supérieur, vous connaissez les chiffres, c'est un peu plus mixte. Mais chez les professeurs d'université, c'est encore pas du tout mixte. Et encore, ça dépend des spécialités, des disciplines. Tout ça est connu. Donc, ça produit des effets dans le sens où ça limite le champ des possibles des uns et des autres. Et je parlais tout à l'heure de l'enseignement professionnel, et c'est vrai aussi de l'enseignement technologique, donc ça rejoint aussi ce que vous disiez, Geneviève Fraisse, sur le croisement avec l'origine sociale, parce que autant les pouvoirs publics ont fait de gros efforts pour féminiser les filières d'ingénieurs, aujourd'hui les métiers du numérique, mais on pense toujours que ça va ruisseler vers les autres orientations, vers les autres filières, soit disciplinaire, soit professionnel, alors que non, c'est comme dans l'économie, ça ne ruisselle pas, ça ne marche pas. On reste dans des visions qui sont plutôt, qui se concentrent beaucoup sur les filières d'élite, et on se préoccupe assez peu de tout un tas de métiers qui soit sont très masculins, soit sont très féminins, et qui, c'est bizarre, ont du mal à recruter.
Et ça a été mis en valeur, pendant je sors peut-être un petit peu du sujet, mais ça a été mis en valeur par la Covid, ça a été mis au jour et amplifié par la Covid. On a vu que tous les métiers dits du care, de soins à l'autre, d'attention à l'autre, de lien social sont des métiers où il y a énormément de femmes. Comme par hasard, c'est les métiers les moins payés parce que dans les imaginaires, dans les clichés et dans l'histoire aussi, c'était des métiers qui autrefois n'étaient pas des métiers, c'était des tâches gratuites ou dispensées dans un cadre religieux. Et ce sont, aux surprises, aujourd'hui les métiers où il y a le plus de femmes, et donc c'est ceux qui sont le moins payés. Et pourtant, ce sont des métiers dans lesquels on a d'énormes besoins de main-d'œuvre, du fait, par exemple, des problèmes de dépendance, des problèmes de vieillissement de la population, de garde d'enfants, etc., etc. Et quand ces métiers deviennent un peu plus masculins, comme par exemple sage-femme, d'ailleurs on dit plus sage-femme, on dit mailloticien, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, et l'expression sage-femme leur déplaît, on peut comprendre, même si la femme ne correspond pas à eux, mais à la femme dont ils s'occupent, mais bon, bref. Eh bien, il y a des augmentations de salaire. On vient juste d'ailleurs d'en décider il y a quelques jours. Effet de causalité, hasard, je ne sais pas, mais bon. Et afin de lutter contre les effets des stéréotypes, il y a des filières professionnelles, on avait vu ça quand on avait écrit le rapport avec mes co-auteurs et co-autrices, des filières qui avaient du mal à recruter et qui ont décidé de lancer des campagnes de communication pour lutter contre les clichés et les préjugés afin de recruter davantage de femmes. C'était les métiers du transport public. Et ça a marché avec notamment un travail avec les CFA, les lycées professionnels, mais aussi, et ça se joue beaucoup là, aussi dans les secondes carrières, parce que les stéréotypes, ou les clichés, ou les préjugés, peu importe comment on les appelle, sont beaucoup plus présents, beaucoup plus prégnant dans l'enfance, il est difficile, et dans l'adolescence, il est plus difficile de s'en départir à ce moment-là que dans les parcours professionnels en seconde carrière, parce qu'on réfléchit à ce qu'on voudrait faire, comment gagner un salaire plus important, etc. etc. Donc ça, c'était une premier élément. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire encore ? Je voulais prendre un autre exemple que l'orientation, aussi encore, toujours dans l'orientation scolaire. Il y a le phénomène qu'on déplore à juste titre, qui est le décrochage des garçons. Le décrochage scolaire, qui est beaucoup commenté parce que les garçons seraient plus concernés que les filles. Alors c'est plutôt vrai dans les classes populaires, mais les filles, en fait, on les perd, on ne sait plus où elles sont après. C'est-à-dire qu'elles ne décrochent pas forcément moins que les garçons, mais elles disparaissent parce que très souvent, elles vont s'engager dans des trajectoires de vie familiale ou de vie parentale, et donc elles disparaissent des statistiques, alors que les garçons, on sait davantage les compter quand ils sont décrocheurs. Donc on a aussi des préjugés, si je puis dire, dans la manière dont on envisage les politiques publiques. Et je voulais prendre juste, je sors de l'orientation, mais je voulais quand même prendre cet exemple-là. Il y a un chapitre dans le rapport qui parle de la santé. Et la santé, même si on a fait un certain nombre de progrès, mais il reste beaucoup à faire, notamment dans la formation des futurs médecins, les préjugés sur les filles et les garçons à l'adolescence sont très forts et conduisent à des sous-détections de la santé mentale, des problèmes de santé mentale chez les garçons et de prise de risque chez les filles, parce qu'on pense que l'anorexie, la dépression, c'est des trucs de filles, et l'alcoolisme, la prise de drogue, conduire vite, etc., prendre des risques, ça serait des trucs de garçons. Et donc, il y a un problème de sous-détection qui est issu d'un certain nombre de préjugés et de stéréotypes de genre, contre lesquels on a encore un petit peu de mal à lutter, parce que les questions de genre sont quand même si on progresse, assez peu enseignées dans les études de médecine. On espère que ça va changer avec la réforme des études de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, alors nous avions prévu dans un troisième temps de parler en fait des différentes stratégies que chacune de nos invités, de son point de vue différent, valorise ou met en pratique ou propose, des stratégies de lutte contre les préjugés, les clichés, les stéréotypes. Je propose, je vous le dis, ça, si vous voulez les interroger dessus, vous pouvez, mais vu l'heure qui tourne,
étant donné que nous voulions absolument vous donner aussi la parole, je propose que nous nous tournions maintenant vers vous. Alors le seul problème pour nous tourner vers vous et vous donner la parole, c'est qu'avec ces lumières, on ne vous voit pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne vois rien. Donc, il faut vraiment que vous vous rendiez visible. Enfin, moi, j'ai du mal à vous voir. Il faut que vous vous rendiez visible pour poser des questions. Que vous vous leviez, peut-être. Nous avons une question de ce côté. Oui, on entend quelqu'un. Ah, formidable, si vous remettez un peu de lumière. Une petite suggestion, les lampes des smartphones peut-être nous aideraient à vous repérer. Voilà. Merci pour ce débat qui est stimulant, un peu provoquant, mais c'est justement la finalité des débats. Alors moi, je vais peut-être poser, je ne sais pas, une question aussi qui va peut-être être perçue peut-être comme provocatrice, mais ce n'est pas du tout la finalité de mon propos. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, puisqu'on est sur les stéréotypes, que présenter ce sujet sur le thème « les opprimés contre les oppresseurs », donc de résumer le combat pour l'égalité. Non, c'est les oppresseurs attendez, contre si vous les voulez opprimés. juste me laisser terminer, puis vous pourrez me répondre. Donc, est-ce que, peut-être ai-je mal compris votre angle d'approche, mais moi, j'entends la présentation de cette problématique comme, d'un côté, les pauvres femmes opprimées, et de l'autre, les nazes, les méchants oppresseurs, etc. Franchement, qu'on me parle de femmes, qu'on approche cette problématique, parlez-moi des femmes afghanes, hein, qui sont, je pense, par rapport aux hommes, vraiment opprimées. Je trouve ça assez dévalorisant comme approche. Je ne me sens pas opprimée. Geneviève Fraisse parlait d'historicité. Je pense qu'il faut quand même resituer peut-être ce débat dans un contexte historique. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de batailles gagnées. Je pense que c'est assez dévalorisant pour les femmes de nous présenter comme non, je ne me sens pas opprimée. Je suis magistrate, je travaille. Voilà. Il y a beaucoup de problématiques à améliorer, notamment dans la magistrature. Je peux vous donner un exemple parce que ça me parle, ce que vous disiez aussi sur l'inversion de la pyramide. Il y a 70% de femmes ou 60% de femmes dans la magistrature. Et effectivement, quand vous prenez les postes de présidence, de tribunal, etc., la pyramide s'inverse. Donc on me dit qu'il y ait des problématiques à gagner, oui, mais qu'on résume cette approche sous forme d'oppresseurs contre opprimés, ça me paraît pour le coup très caricatural et très stéréotypé. Et j'ajouterai autre chose, mais c'est pour provoquer la discussion. Hein. Très bien. Et j'aime beaucoup la manière dont vous avez On va essayer présenté. de faire circuler Voilà. la parole. Juste un dernier mot. Est-ce que vous ne trouvez pas justement que vouloir dépasser le genre en enfermant les gens finalement dans les féministes ou dans le masculin, est-ce qu'il n'y a pas là, comme vous diriez, un paradoxe? Voilà, merci. Merci beaucoup. On va faire circuler la parole. Je vais vous répondre en deux mots, et si nos invités... Tiffaine veut répondre aussi. Hein. Voilà, Ouais. mais en deux mots, mais il ne faut pas... We have things to say. Donc moi je vais m'effacer, si les invités veulent répondre, je pensais que... Voilà, mais on va pas, peut-être, il nous reste un quart d'heure, on va essayer d'avancer un petit peu vite, parce qu'il doit y avoir d'autres questions. Donc je retire ce que j'ai dit, je n'interviens pas et je laisse immédiatement la parole à Tiffaine. Ah bon, donc très rapidement, Christine Delphi, aussi une immense féministe des années 70, je vous conseille de la lire, et notamment son article que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle « Nos amis et nous », qui est en plus très drôle. Et elle dit « On m'accordera que le premier obstacle à lutter contre son oppression, c'est de ne pas se sentir opprimé ». Voilà, ça c'est pour Christine Delphi. Alors, juste, oui, effectivement, je pense qu'il y a eu une incompréhension. Ce n'est pas les opprimés qui sont contre les oppresseurs, hein, c'est les oppresseurs qui sont contre les opprimés. La preuve de ça, c'est qu'il y a des mortes quand même. C'est-à-dire que, bien sûr, là, ce qui se passe en Afghanistan est atroce, et d'ailleurs pourrait nous arriver aussi.
C'est-à-dire que l'histoire des droits, et ça c'est par exemple Eliane Viennot qui l'a dit aussi, qui est notamment historienne et linguiste, Eliane Viennot nous explique que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'évolution des droits des femmes n'est pas linéaire. Si on prend un point dans une frise chronologique, avant ça n'allait pas moins bien et après c'était pas moins pire forcément. Il y a des moments de recul. Donc ce qui se passe en Afghanistan nous concerne toutes. Et donc c'est pas parce qu'il y a des endroits où les hommes font ouvertement encore pire qu'ici, on n'a pas un petit sujet sur les violences sexuelles, par exemple. Et donc, c'est pas enfermer les femmes. C'est-à-dire que souvent, on dit aux féministes « Oh là là, vous faites la guerre aux hommes ». Non, c'est les hommes qui font la guerre aux femmes depuis des millénaires et les féministes, elles, résistent. Nous sommes des résistantes, au sens noble du mot. Et nous sommes dans une guerre. C'est vraiment pour ça que nous avons des piles de cadavres. Chaque année, on appelle ça les féminicides en France. Il manque sur Terre des millions de femmes. En Inde, il manque une femme sur 5 féminicidée, soit dans des avortements très tardifs, soit à la naissance, soit ensuite dans le foyer. La première cause de mort au plan mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, croyez-moi, c'est pas des féministes radicales. Donc la première cause de mortalité des filles et des femmes au plan mondial jusqu'à 52 ans, c'est la violence des hommes au sein de leur foyer. Ceci concerne toutes les femmes. On a une femme sur 3 en Europe qui dit avoir subi des violences sexuelles. On a 2 femmes sur 3 en France qui disent qu'elles ont déjà subi des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Donc là, maintenant, elle va s'agir non pas d'enfermer les femmes, mais de les libérer, oui, via la lutte féministe. Si on continue à faire comme ça et à marcher sur les cadavres comme si on n'avait rien sous les pieds, on n'avance pas. Donc voilà, je suis désolée, madame, mais je pense que vous êtes opprimée. Et juste un dernier mini-mot, merci pour vos applaudissements, ça fait du bien. Et juste un dernier mini-mot, le mot de victime n'est pas un mauvais mot. Ça n'est pas un mot qui infantilise et qui est la honte pour les victimes, c'est faux. Si vous regardez d'ailleurs, quand on parle des victimes des attentats terroristes du Bataclan, quand il y a aussi des hommes là-dedans, quand on comprend que la violence, elle est illégitime, là, en fait, personne va dire à ces personnes-là « Arrête de te victimiser, t'es pas victime ». Ces personnes-là vont pas dire « Je suis pas une victime, arrête de m'humilier ». Non, parce que là, on comprend que c'est juste... non pas quelque chose qui définit, mais un état de fait. Quelque chose est arrivé dans leur vie. Ces personnes-là ont été victimes d'attentats terroristes. Ça ne les définit pas. Et ça prouve que ces personnes-là, soit ont survécu, soit sont décédées sur place. C'est un état de fait qui veut dire héroïne et héros, en l'occurrence. Et bien là, c'est comme par hasard, pour les violences masculines, donc contre les femmes et les enfants, là, soudain, ce serait la honte d'être la victime. Alors, breaking news, c'est la honte d'être l'agresseur. Être une victime, ça veut dire survivante, ça veut dire héroïne. Ça aussi, c'est un stéréotype. 2 commentaires très brefs. Il ne faut pas confondre la somme des individualités, ça sera très court, la somme des volontés individuelles des hommes et le patriarcat qui est un système de société, c'est un système qui influe profondément sur les structures sociales et qui induit un certain nombre de comportements, d'habitudes et d'attitudes. Et deuxième remarque, sans le féminisme, madame, je ne pense pas que vous auriez le droit de travailler. Non. Ni travailler, ni voter. Alors, magistrate, sans les féministes, la blague. Geneviève. Alors moi, je vais prendre les choses autrement par rapport à l'intervention que nous venons d'entendre. C'est-à-dire que ce qui se joue, et c'était clair avec les interventions, les réponses qui viennent d'avoir lieu, ce qui se joue, c'est le point de vue avec lequel on se situe dans cette perspective d'historicité que je proposais tout à l'heure. Est-ce qu'on travaille sur l'analyse de la domination ou sur l'analyse de l'émancipation? Pour ma part, si j'ai eu du mal avec l'histoire de l'importance tout d'un coup trop forte à mes yeux, enfin trop isolée à mes yeux de lutte contre les stéréotypes au début des années 2000, c'est, comme je l'ai dit, parce qu'on avait buté sur le fait que le formel ne faisait pas le réel. Mais si on est uniquement dans l'analyse de la domination, des constructions des stéréotypes, enfin tout ce qui avait fini par m'agacer, je le confesse facilement, puisque je l'ai écrit, c'est parce que j'avais choisi, moi, depuis toujours, de travailler
sur l'analyse de l'émancipation. Parce que souvent, si on fait la déconstruction de la domination, on pense que l'émancipation va arriver dans une logique et dans une mécanique telle qu'au bout du raisonnement et de la déconstruction, on va trouver l'émancipation. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On peut repartir de l'émancipation sans nécessairement être obligé d'analyser, de déconstruire complètement la domination. Et pourquoi je dis ça? Parce que si on veut étouffer, on parle peut-être de victimes, mais si on veut étouffer la révolte, rien de tel que de dire que d'être fasciné par la domination. Et ça, c'est une question qu'il faut aussi poser. Alors, ce qui m'amène à proposer un exemple, parce que j'ai vu le film récemment, il vient d'avoir le prix Alice Guy, c'est le film qui s'appelle Mignonne de Maimouna Doucouré, qui est sorti il y a 2 ans, qui vient d'avoir le prix Alice Guy. Alice Guy, à propos, c'est la première femme cinéaste. Hein. Elle travaillait chez Gaumont, c'est elle qui commence à faire des films. Il y a des milliers de petits films d'Alice Guy qu'il va falloir voir et qui sont en train d'être restaurés. Donc le prix Alice Guy, depuis 4 ans, récompense un film, et cette année, c'était Mignonne. Alors pourquoi j'ai envie de parler de Mignonne? D'abord parce que Mignonne a été avalée par la lutte contre les stéréotypes. Ah mais c'est affreux, elle est fascinée, donc cette jeune femme issue de l'afro-descendance se retrouve à l'école, nouvelle école, avec des filles qui dansent de manière lascive et séductrice et tout ce qu'on veut à 11 ans, voilà, et elle voudrait rentrer dans ce groupe, elle voudrait être avec elle, et alors, aux États-Unis, quand ce film est sorti, moi je me souvenais de la polémique, sans avoir vu le film, que je n'ai vu que cette année, et c'était, mais on vante la pornographie, voilà, le stéréotype, et tout le monde va imiter le stéréotype, on va imposer le stéréotype, et puis moi j'ai vu le film. Que dit le film? Le film dit, cette petite amie qui a 11 ans, elle est fascinée par ces filles multiples qui sont dans son collège et elle se met à danser comme elle, mais elle se trouve dans une famille où arrive une seconde épouse avec l'ancien mari, où une tante ou une grand-mère lui demande de faire comme tout le monde, et où elle va se trouver prise entre 2 possibilités d'identification. Finalement, à la fin du film, elle n'en choisira aucune, et elle descend tout d'un coup en bas de son immeuble, et elle va faire de la corde à sauter, comme une fille à 11 ans a envie de faire de la corde à sauter. Mais elle aura dansé, et elle aura réussi à refuser d'aller au mariage de la deuxième épouse, et sa mère lui dit « tu as le droit de ne pas y aller ». Et sa tante ou sa grand-mère, je ne sais plus, lui dit « tu dois y aller ». Donc on a là l'expression d'une singularité, et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'elle explique exactement la même chose que ce que j'avais voulu dire en prenant... c'est-à-dire que comment on construit une singularité? Avec la contradiction des stéréotypes, avec la contradiction des identifications possibles. Moi, quand on m'a raconté que si je lisais à ma fille, encore une fois, un livre qui est plein de stéréotypes féminins, comme les contes, moi j'ai tout de suite pensé, mais attends, qui lui lit ça? Et puis son institutrice, à qui lui lit ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans sa cuisine ou quelqu'un qui est par Mons et par Vaux tout le temps? C'est-à-dire, où sont les multiplicités des identifications possibles à partir d'une image qui est un invariant, mais qui n'est pas nécessairement ce qui sera transmis. Et la gamine et l'enfant, est-ce qu'il n'est pas capable de voir les contradictions entre plusieurs images? Mais bien sûr que si. Et c'est ce que ce film Mignonne raconte. Donc voilà, c'est-à-dire que d'un côté, ne travailler que sur la domination, c'est ce que moi j'ai refusé de faire toute ma vie professionnelle. Travailler sur l'émancipation, c'est pourquoi, dans mon livre, je propose qu'au lieu qu'on s'obsède sur la lutte contre les stéréotypes, on travaille les modèles. Or, il se trouve que l'histoire m'a apporté ça sur un plateau avec MeToo. MeToo qui a fait un espèce de coup de balai gigantesque, et on s'est mis à voir effectivement ce que Tiphaine vient de raconter, à savoir la destruction des femmes qui grandissent, et par là, ce qui a surgi, c'est qu'il fallait cesser de déconstruire les stéréotypes, mais voir quelles étaient les femmes qui s'en étaient sorties. Et alors, les livres, allez dans les librairies, vous trouverez des dizaines de livres qui racontent toutes les héroïnes femmes des siècles derniers, et toutes celles qu'on a oubliées, toutes celles qui étaient cachées, de telle artiste, telle créatrice. Moi, je suis mais comme éberluée et vraiment réjouie et amusée, de quelle que soit la qualité des livres, de voir que c'est le modèle qui est en train de l'emporter en ce moment. C'est-à-dire l'analyse de l'émancipation. Et non pas, c'est là où je serai en désaccord sans doute, l'analyse répétée de la domination. Et j'ajoute aussi de voir comment une singularité se construit, au lieu de la rendre simplement comme soumise
à une image. Bien non, un enfant pense la contradiction des images. Et ça, je souhaite qu'on travaille avec ça. C'est-à-dire avec l'idée que les enfants sont des êtres extrêmement intelligents. Ce ne sont pas des crétins. Donc ils ne vont pas se soumettre à l'unique image qu'on leur donne. Moi, je les crois beaucoup plus fort que ça. Voilà, c'est un hommage aux enfants. On a le temps encore pour une dernière question. Alors, moi, j'avais une question pour rebondir là-dessus, justement. Est-ce que l'intelligence de l'enfant individuel, pour lequel je suis complètement d'accord, est-ce qu'il n'y a pas quand même des effets collectifs qui font que, justement, les stéréotypes sont vraiment dangereux? Parce que, moi, je sais qu'on a fait des expériences, par exemple, où on donne des cartes avec des jouets à des groupes d'enfants, en leur demandant devant les autres enfants de choisir un jouet pour eux. Et notamment, les petites filles prenaient toujours le petit chat robot rose, alors qu'il y avait un petit chien robot bleu. Et quand on leur demandait si du coup elles aimaient les chats, elles disaient bah non, moi j'aime bien les chiens. Enfin parfois, hein, pas toujours, mais elles disaient bah moi j'aime bien les chiens. Et quand on leur demandait pourquoi elles avaient pris le chat, bah, c'est parce qu'il était rose. Et donc on a quand même observé que voilà, les enfants, ils avaient entre 8 et 10 ans, ils étaient déjà quand même victimes de ça. Et donc comment on fait justement pour lutter contre ça quand la société n'aide pas du tout à ça, quoi. Il n'est pas question de dire que les solutions sont individuelles. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que la singularité, c'est ce qui est l'héroïne du film dont je parle, et que je peux imaginer chez tous les enfants par ailleurs, la singularité, ça existe. On n'est pas des machines à reproduire ce qu'on nous impose. Qu'après, du point de vue des machines, il faille faire du collectif avec de l'individuel, bien sûr. Moi, je crains que dans un espace collectif, les filles se sentent obligées, pour ne pas se faire engueuler, ça me rappelle des choses de mon enfance, de dire des choses qu'elles ne pensent pas. Donc là, on est dans un rapport de force qui s'appelle le rapport politique. Personne n'a dit qu'il ne fallait pas penser politique avec cette histoire. Simplement, justement, les stéréotypes ont aussi isolé les personnes qui seraient soumises aux stéréotypes en croyant que ça allait en faire des 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc l'individuel et le collectif se croisent et ça s'appelle le politique. Moi, j'ajouterais que effectivement, il y a une singularité, etc. C'est vrai. Néanmoins, tu vois, il y a une étude qui est sortie, pour aller dans ton sens, il y a une étude qui est sortie qui montre qu'à partir de 6 ans, donc évidemment, ce n'est pas toutes les individus filles et tous les individus garçons, mais qu'à partir de 6 ans, les petites filles se pensent moins intelligentes que les garçons. Et ce qu'on dit moins, c'est que les garçons se pensent plus intelligents que les filles, alors même que dans toute leur scolarité, elles vont mieux réussir qu'eux. Et en fait, ça prouve quand même que ça peut aller très loin dans l'estime de soi, etc. Et qu'il n'y a pas que, même si on combat des images, il y a quand même en fait des contraintes et des représailles qui sont telles et qui sont matérielles, qui sont concrètes, et qui font que même quand on a envie de sortir de quelque chose, on ne peut pas. Enfin, moi, j'ai dû écrire mes spectacles féministes et mes livres féministes parce que, en fait, quand j'étais dans le milieu traditionnel du théâtre et du cinéma, je devais me battre en permanence pour ne pas subir des violences sexuelles sur le plateau. Donc oui, je luttais contre cette image de la jeune actrice appropriée sexuellement et stéréotypée, mais en fait, le fait est qu'on me virait des troupes ou on ne me prenait pas dans des projets parce que je refusais d'être agressée. Et donc, alors, le truc bien, c'est que j'ai créé mon art, mais j'ai été forcée de le faire parce que je n'avais pas le choix, parce que les violences étaient immenses en face, et les contraintes étaient immenses en face, très matérielles. Mais l'émancipation, c'est toujours ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, moi, j'aimerais qu'on n'ait pas toutes à être des héroïnes. J'aimerais simplement qu'on puisse vivre tranquille, quoi. Mais ça s'appelle l'égalité. Voilà, l'égalité. Bien joué. Ouais, dans le conditionnement social, il y a des sphères d'influence et de socialisation dans lesquelles on est tous et toutes dès l'enfance et qui parfois vont dans le même sens, mais parfois se contredisent. C'est-à-dire que comme on fait reposer par exemple beaucoup de choses sur l'école, si dans la famille, si dans les médias, si dans la publicité, si dans les groupes de pairs, PAI, RS, eh bien tout ceci il y a des messages orthogonaux qui viennent contre les messages de l'institution scolaire qui, encore une fois, depuis une dizaine d'années, a fait d'énormes progrès sur ces questions, parce qu'elle s'est ultra conscientisée, les pratiques ont changé, les gens sont formés, etc. Beaucoup de travail reste à faire. Or, dans le monde médiatique,
on reste encore, même s'il y a aujourd'hui, comme ça a été dit, une multiplicité de regards sur le réel qui est tout à fait inédite, hein, une pluralité de regards sur le réel. On est dans une époque de foisonnement créatif, imaginatif, extraordinaire par rapport à moi quand j'étais enfant ou plus jeune. Mais ça vient parfois, et même encore souvent, heurter des habitudes familiales, des habitudes culturelles, la pression des groupes de pairs et le fait que l'identité des individus se construit énormément sur le genre et en particulier dans certaines classes sociales plus que dans d'autres. On le voit notamment dans les jouets, où les jouets qui séduisent plus ou qui sont censés plus séduire, notamment par leur coût, les classes populaires sont beaucoup plus genrées que dans d'autres catégories sociales. Je vais très vite, mais voilà, il y a un conditionnement qui c'est comme si on avait un pied sur un tapis roulant et un autre pied sur le sol. Donc voilà, mais encore une fois, je pense que, je vais peut-être terminer là-dessus mon propos, c'est que les jeunes générations sont beaucoup plus conscientes, et là je parle de manière globale en termes de génération, je ne devrais pas, je sais, mais il y a quand même une prise de conscience et une volonté de se rebeller contre l'ordre établi, contre les carcans, qui est très intéressante, qu'on voit dans les nouvelles générations de féministes, mais qu'on voit aussi chez les enfants qui ne veulent plus se laisser dicter un certain nombre de choses. Et là, ça rejoint ce que, même si je ne devrais pas parler en termes générationnels, parce qu'évidemment, il faut croiser avec d'autres paramètres. Mais c'est quand même, il y a quand même un mouvement de fond, et si ça déplaît à certains, ben, tant pis, parce que le monde avance. Non, juste une phrase, en fait, ce que j'ai voulu dire depuis ces deux dernières interventions, c'est qu'il faut travailler les contradictions. L'émancipation, ça passe par le travail des contradictions. Et au lieu de se dire c'est l'école, c'est la famille, ceci, cela, ou c'est l'institutrice ou la mère de famille, je ne sais pas quoi, et c'est là où, pour ça que je citais l'histoire de la singularité de cette jeune héroïne du film de Maïmuna Doucouré, c'est-à-dire il y a des contradictions, et c'est à partir de ces contradictions qu'on fabriquera de l'émancipation. C'est pour ça que la dénonciation de l'oppression, pour moi, de la domination, ne peut pas suffire. Parce qu'il y a trop de mécanismes là-dedans. Or, il faut redonner de la vie et donc de la contradiction. C'est aussi pour ça que j'aimais le travail de Tiphaine, parce qu'en faisant le double jeu tout le temps, elle n'arrête pas d'injecter de la contradiction. Et je pense que c'est ça notre... moi, j'avais eu une expression il y a quelques années, c'était « il faut habiter la contradiction ». Et proposons d'habiter la contradiction. Et c'est comme ça qu'on fera voler en éclats des choses. Voilà, c'était juste... Est-ce que je peux dire juste une dernière phrase, qui n'est pas de moi, qui est de Fanny Raoul. Et alors, figurez-vous, c'est incroyable, parce que Fanny Raoul est une autrice du tout début du 19e siècle, que 1801, Opinion d'une femme sur les femmes, ça manifeste féministe. C'est une penseuse donc, de l'époque, et c'est Geneviève Fraisse qui m'a tendu le livre Opinion d'une femme sur les femmes il y a des années, alors qu'on faisait un tournage contre le viol. Et alors, du coup, la 10 octobre, c'est organisé par Feminist in the City. Donc, si vous allez sur le site de Feminist in the City, vous allez pouvoir prendre vos billets. En fait, moi, je vais dire Opinion d'une femme sur les femmes. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Fanny Raoul. Et aussi, évidemment, Geneviève Fraisse sera là, puisqu'elle a énormément travaillé. C'est elle qui l'a fait ressortir des limbes. Et elle disait « D'antiques préjugés qu'un long usage a convertis en loi ont établi dans le sort des deux sexes une différence telle que l'un semble naître pour opprimer l'autre. Si l'opprimé connaissait ses droits, cet état de choses les rendrait ennemis nés. » Merci. Fallait quand même que je le dise. Bah oui. Fanny Raoul, 10 octobre. Fanny Raoult, 10 octobre. Elle ne se trouve pas que sur Gallica. On peut acheter le livre. Oui. Eh bien, je vous propose de terminer là, de remercier une nouvelle fois nos 3 invités pour leur participation, de vous remercier toutes et tous d'être venus et d'avoir assisté ce soir. Et pour vous rappeler que donc demain, c'est la 3e journée des rentrées, enfin la 3e soirée de la rentrée de l'égalité, avec une soirée sur les politiques de l'égalité. Merci encore à toutes les 3. Merci. Merci Anne Tomiche et Frédéric Regard.